Tu m'entends bien? Moi, je t'entends très bien. Bon, on va y aller alors. Paris-Beyrouth, le podcast. Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour, je suis Jérôme Colombin. Et bonjour, je suis François Sorel et je ne suis pas à côté de Jérôme Colombin. Et ça, c'est la grosse nouveauté quand même de ce nouveau numéro. Bonjour Jérôme, comment ça va? Salut, tu m'entends bien? Écoute, je t'entends parfaitement. J'ai l'impression que tu susurres dans mes oreilles pour de vrai. Et pourtant, tu es à quelques milliers de kilomètres de moi là. Hein. Oui, c'est vrai. Alors moi, on va tout vous dire. C'est les vacances de Noël, tout ça. Donc forcément, on bouge. Toi, tu étais il y a quelques jours à Marseille. Et moi, je suis au Liban, en fait, actuellement. Je suis à Beyrouth. Et oui, voilà, puisque voilà, tu as des attaches hein, fortes au Liban. Voilà. Et il doit faire, à mon avis, meilleur qu'à Paris en ce moment. Au Liban. Alors là, j'ai pas envie que tu me racontes trop, mais bon. Détrompe-toi, c'est une tempête en ce moment. Oh là là. De la pluie et tout. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. C'est dingue. Mais bon, j'adore quand même le Liban. C'est un super pays. Tu sais que c'est un vrai pays de technophiles. Hein. Ici, les gens sont à fond sur les technos depuis toujours. Hein. Ça a été un des premiers pays à adopter le téléphone mobile. Alors bon, ils ont parfois des réseaux qui sont pas terribles, mais sinon, c'est des geeks. Eh ben écoute, oui, mais ça se voit et on connaît pas mal de Libanais tout autour de nous qui sont vraiment à la pointe de la techno. Hein. Ils sont hyper geeks, ils sont hyper connectés. Bah écoute, on les salue. Hein. Vous qui êtes du Liban, vous qui êtes fan de technologie, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de chez Jérôme et François. Vous savez que tous les mois, avec Jérôme, on vous propose le off de l'actu high-tech. Exactement, on débriefe et on commente et on vous raconte les coulisses de l'actu high-tech. Alors François, c'est le dernier podcast de l'année 2019. Et exactement. Hein, voilà. Avant, bon, écoute, moi, pour tout te dire, je suis en train de préparer mes valises là, parce qu'il y a le CES de Las Vegas qui arrive bientôt. Oui. On est presque bon. Mais en plus, voilà. Toi, tu pars plus tôt, tu pars en avance. Oui, alors je pars plus tôt. En fait, pour tout te dire, je vais passer le réveillon en Californie. Ah ouais. Cool. Ouais. Passer quelques jours du côté de Santa Monica. C'est une région que je connais peu. Tu as bien raison. Alors, je te propose que dans ce podcast, le dernier de l'année, eh bien, peut-être on fasse un petit peu le bilan hein, de l'année écoulée, qui a quand même été encore assez riche en matière d'innovation. Écoute, cette année 2019 qui s'achève, c'est vrai que ça a été vraiment une année assez intéressante quand même. Hein. Entre les téléphones pliables, entre l'histoire incroyable de Huawei qui se voit interdit de Google, entre le Libra, qui est plutôt un sujet que toi tu maîtrises mieux que moi. Enfin, il y a eu plein de choses quand même en 2019. Ouais, exactement. Voilà, donc on va essayer de passer un petit peu en revue, alors pas tout bien sûr, mais de s'arrêter sur les quelques sujets forts qui nous ont marqués au cours de cette année 2019. Moi, ce qui m'a marqué, ce que je retiendrai de l'année 2019 quand même, c'est eh bien la rupture entre les États-Unis et la Chine. Alors, cette rupture, évidemment, elle a des répercussions dans la tech, mais des répercussions dans plein de domaines. Hein. Voilà. Alors nous, on se focalise sur la tech parce que c'est notre sujet et que c'est un sujet qui nous a quand même vraiment interloqués. Hein. Quand on voit que Trump interdit à Huawei de communiquer avec les plus grandes boîtes américaines pour fabriquer des smartphones et en l'occurrence pour avoir tous les services à l'intérieur. Franchement, c'est une situation qui était tellement surprenante qu'on a du mal encore à y croire. Tu te rends compte que là, tous les smartphones qui sortent chez Huawei et qui vont sortir alors jusqu'à peut-être de nouvelles, comment dirais-je, plus réjouissantes, eh bien, il n'y aura pas de Google à l'intérieur. C'est dingue. Ouais, c'est complètement dingue et en fait, je crois que 2019, ça a été quand même malgré tout un peu l'année Huawei. Alors en mal tel que tu viens de le décrire et puis en bien pour eux parce qu'ils avaient quand même commencé sur les chapeaux de roue. Cette marque que personne ne connaissait il y a encore quelques années, en Europe, en France, a réussi à vraiment faire son trou, à arriver avec des smartphones parmi les plus innovants, du moment. Et peut-être que finalement, ils ont pris un peu trop de place, alors en Europe, mais aussi aux États-Unis, où ils commençaient à apparaître. Et ça, évidemment, ça ne plaît pas
à l'industrie américaine et notamment à Donald Trump. Donc c'est un peu histoire de marquer d'essayer d'infliger à Huawei un coup d'arrêt dans sa progression et dans sa success story, non? Oui, parce que en plus, tu évoques Huawei, les US. Il faut savoir que Huawei était très faible en termes de smartphones aux US, hein. Ça fait des années que Huawei a du mal à percer parce que, par exemple, les opérateurs télécoms ne vendent pas de téléphone Huawei. Il y a toujours, tu sais, ces suspicions qui sont autre chose, hein, D'espionnage. Ouais. ces suspicions d'espionnage, etc. Mhm. Ce qui a été Puis un ce qui gros est compliqué pour protectionnisme. Huawei. Il Voilà, y a, exactement. il y a beaucoup de protectionnisme aux États-Unis, hein, de toute façon. Tout à fait. Et ce qui a compliqué un petit peu la donne, c'est l'arrivée de la 5G, des réseaux. Il faut savoir que Huawei est très en avance en matière de 5G. Et donc, si tu veux, j'ai l'impression que là, les autorités américaines ont mis, si tu veux, un véritable frein concernant Huawei parce qu'ils ne voulaient pas que du matériel Huawei de réseau arrive là-bas. D'ailleurs, c'est aussi le problème qu'on a en Europe, hein, Bien notamment en sûr. France, hein, où les opérateurs français sont dans une situation très délicate. Ils ne savent pas encore s'ils peuvent acquérir du matériel Huawei pour fabriquer le futur réseau 5G. Et c'est vraiment le bras de fer, c'est vraiment un bras de fer économique entre la Chine et les États-Unis. Huawei, c'est quand même une boîte. Alors, on la soupçonne d'être liée comment dire, au gouvernement chinois. Eux s'en défendent, évidemment. Mais c'est quand même une boîte qui a été subventionnée à hauteur de plusieurs milliards par les autorités chinoises. Donc, c'est un peu l'arme de guerre économique des Chinois pour essayer de conquérir le monde par les technologies. Et ça, je pense que les Américains l'ont bien compris et c'est notamment ça qu'ils ne veulent pas laisser faire. Alors la conséquence pour nous, c'est que depuis plusieurs mois, il n'y a pas de smartphone avec de l'Android intérieur. Donc ce sont des smartphones mornés, hein, en tout cas en Europe, ou plutôt en Occident pour être plus précis, parce qu'en Chine, bien évidemment, ces téléphones fonctionnent puisqu'ils ne sont pas dépendants des services Google, hein, puisqu'il faut savoir que là-bas, tous les services Google ont leur pendant chinois, hein. Donc voilà, il y a aucun problème. Mhm. Après, le souci, c'est pour nous, Européens, c'est-à-dire que le Huawei Mate 30 qui est sorti il y a quelques mois est disponible en France, mais il est inutilisable. Hein. Je vous invite à aller sur 01net.com, voir un petit peu la prise en main de Nicolas Lelouch, le smartphone, et voilà, on peut l'acheter, hein, mais il n'a pas les services Google. Et on ne peut rien faire sans un téléphone Google, avec les services Google. Et est-ce que ça va s'arranger l'année prochaine? On parle d'un P40 qui pourrait être, encore une fois, complètement innovant en termes de photos, avec vraiment de nouvelles fonctionnalités inédites. Mais si ce téléphone pourrait révolutionner, par exemple, la photo sur smartphone, s'il n'a pas de service Google, il ne pourra pas vraiment percer en Occident. Donc, voilà, il y a cette décision-là. Et puis, d'un autre côté, ce que je suis en train de remarquer, c'est que Huawei s'est pris une grosse claque, mais est en train d'en tirer des décisions qui sont claires. C'est-à-dire que, en fait, ce coup de semonce des US leur a fait en fait prendre le problème à bras le corps et ils accélèrent sur leur propre système. Et tu vas voir qu'en 2020, moi j'en suis persuadé, un nouveau système d'exploitation va voir le jour et ça sera un système d'exploitation Huawei qui sera sans doute concurrent d'iOS, concurrent d'Android. Il paraît que Huawei est en train d'investir beaucoup d'argent là-dessus. Après, ça ne réglera pas tous les problèmes hein, parce que tu peux très bien avoir un nouveau système d'exploitation, mais si tu n'as pas les services que le consommateur attend, ça va être compliqué. Mais on voit que pour Huawei, c'est aussi là, d'une manière un petit peu urgente, de s'émanciper et de sortir en fait du giron américain. J'ai un peu Ouais, cette ouais. impression-là. Non, mais je pense que tu as raison, c'est exactement ça. Et 2020 sera peut-être la naissance d'Harmony, donc le fameux OS 100% Huawei. Et en attendant, 2019 aura quand même vraiment été une année paradoxale pour Huawei, avec d'un côté donc avec cette offensive avec des produits super innovants, et puis finalement à l'arrivée, ils ont comment dire la croissance a été arrêtée net et l'innovation Huawei vue de l'Europe et vue des États-Unis a été Bien sûr. arrêtée net. C'est quand même très très paradoxal. Bon alors François, 2019, ça a également été l'année des téléphones à écran souple. Et ça quand même, c'est pas rien, c'est une vraie petite révolution technologique. On ne sait pas à quoi ça sert ni à qui ça plaît, mais en tout cas maintenant ça existe. Ça existe et on les a eu en main, ces téléphones, hein. Enfin, on en a eu un particulièrement, c'est le Galaxy Fold, qu'on a pu tester, qu'on a pu manipuler, qui, bon, a le mérite d'être le premier pliable. Après, l'inconvénient, c'est qu'il est gros, il est épais, il est lourd. Enfin voilà, on voit que
on est peut-être à l'orée d'une nouvelle innovation, mais voilà, c'est encore un brouillon, le Galaxy Fold. Après, on va voir ce qui va se passer Il là y a en d'ailleurs 2020. déjà la deuxième version qui est en préparation, hein. Exactement, alors bien sûr, et puis il y a Huawei, on évoquait Huawei il y a un instant, qui a toujours son Mate 10, qui est un smartphone pliable, qui devait sortir aussi là en fin d'année, mais qui a été repoussé du fait des problèmes qu'on connaît entre la Chine et les US. Donc voilà, puis Motorola qui prépare le sien aussi. Donc 2020, ce sera peut-être l'année où ça passe ou ça casse le pliable, tu vois. Est-ce qu'on aura vraiment le premier smartphone pliable C'est le cas de le dire. utilisable? En principe, ça casse pas, hein, ça plie. Voilà. Mais est-ce que nous, on va se plier en fait à la, on va dire, Au à diktat l'usage du. marketing. Voilà, c'est ça, exactement. On verra bien, mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant et on peut dire que le premier smartphone pliable, on l'a vu en 2019 et c'est Samsung qui a été le premier à tirer, hein, ça c'est clair. Ouais, ouais. Alors bon, oui, comment dire, suivi de très très près par Huawei, donc, hein, Oui, avec oui, 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 mais si tu veux, bon, voilà, Huawei, comme on l'a dit, c'est plus compliqué, quoi, avec leur problème bien sûr. si tu veux, d'entente entre la Mhm. Chine et les US, ça a un petit peu ralenti tout ça. Alors sinon, 2019, ça a été également, je pense, une année intéressante pour les assistants vocaux, qui ne sont pas nés en 2019, bien entendu. Ça fait d'ailleurs plusieurs années que c'est sur le marché maintenant. Mais on est passé à une nouvelle dimension, notamment avec les assistants avec écran. On est passé du simple petit boîtier, petite enceinte connectée, vraiment à quelque chose maintenant qui a un écran, qui est encore pas forcément utilisé à 100% de son potentiel, mais ça montre en tout cas d'une part la motivation des fabricants, hein, qui ne lâchent pas l'affaire. C'était pas un coup pour voir. On a l'impression que vraiment ils y croient, Google, Amazon, etc. Oui, bien sûr. Voilà, c'est une course de longue haleine pour eux. Et puis du côté des consommateurs, malgré pas mal de réticence, de méfiance, de prudence, pas forcément injustifiée d'ailleurs, eh bien de plus en plus d'usage aussi, hein. Toi comme moi, on est des accros aux assistants vocaux déjà. Bah, tu sais quoi? Alors, je vais te raconter ma vie. Je reviens de Marseille où vit ma mère et je lui ai installé un écho, tu vois, donc la petite enceinte cylindrique là. Bah oui, bien Et sûr. je voulais voir un petit peu sa réaction et on se rend compte quand même de la magie de la voix pour dialoguer avec un appareil. Ma mère a tout de suite compris comment ça fonctionnait, tu vois. Alors, c'est moi qui l'ai configuré, hein. Mais après, elle a compris qu'elle pouvait écouter ses chansons préférées, Enfin, qu'elle ta maman, je pouvait la connais, elle comprend vite aussi, hein. écoute, mais paradoxalement, elle est pas, enfin, elle comprend vite quand ça l'intéresse, mais elle n'est pas, c'est pas une geek, tu vois. Mais tu te rends compte que la voix, c'est quand même une interface, on va dire, qui parle au plus grand nombre. C'est le cas de le dire. Tu vois, ma mère qui a Ouais, mis ouais, un temps exactement. fou, par exemple, à manipuler des tablettes, etc., ben, elle a compris tout de suite là qu'elle pouvait demander la météo, l'heure, écouter les chansons avec son Alexa. Et je pense que ça, c'est plutôt bon signe. On va être de plus en plus nombreux à utiliser ce type d'assistance, ça c'est certain. C'est souvent comme ça, hein. Il y a toujours un aspect premier contact très séduisant, et puis après il y a un petit peu de déception parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il faut vraiment faire des formulations de phrases et de requêtes de manière assez formatée. On ne peut pas dire n'importe quoi. Si tu lui dis allume les lumières Google, il ne comprend rien forcément. Donc il y a un petit peu le deuxième effet qui se coule qui Oui, parfois est décevant. Mais malgré ça, ça prend, quand on y a goûté, quand on la pratique au quotidien, c'est formidable. Moi, chez moi, je crois que mes enfants, ma femme ne savent même plus où se trouvent les interrupteurs pour allumer les lumières. Ils ont oublié où se trouvaient les boutons parce qu'on est tellement habitué maintenant à faire tout vocalement et c'est tellement plus logique en fonction de la pièce où tu te trouves, etc., que c'est vrai que ça s'apprend très très vite. Tu as raison, hein. et puis on voit aussi que Google et Amazon investissent des milliards pour que les gens adoptent ces produits. Et c'est ça aussi qui est impressionnant Ouais. et c'est ça aussi qui est la clé de la réussite. On le voit, hein, toi et moi, on est invités à énormément de présentations où on découvre énormément de nouveaux produits. Il y a tout le temps des promos pour que tu puisses acquérir ce type d'objet. Et donc, on voit que là, Google et Amazon sont en phase de séduction
pour inonder le marché avec Mm. leurs appareils, quoi. Moi, il y a une chose que j'aime pas trop, en fait, c'est le côté hyper personnalisation, le fait qu'ils essayent précisément de créer un personnage qui n'existe pas, mais qui va être sympa, qui plaisante, qui répond quand on lui fait des blagues, etc. Alors, en même temps, c'est inévitable parce que l'une des premières questions que les gens posent au bout de quelques temps, c'est toujours: est-ce que tu m'aimes, tu m'énerves, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un petit peu de répondant. Mais le côté les blagues et compagnie, personnellement, moi, je suis pas très très fan de ce genre d'interaction avec l'assistant. Je préfère qu'il sache allumer et éteindre mes lumières et mesurer la cuisson des œufs, quoi. Ouais, mais tu sais, je pense qu'encore une fois, c'est que Amazon et Google veulent créer une incarnation pour ces produits-là, pour qu'ils soient le plus humain possible, pour qu'il y ait le fantasme un peu du robot, etc. Après, c'est un peu la voie marketing qu'ils ont tracée. Peut-être qu'ils vont y revenir. Mais c'est vrai que toi et moi, qui l'utilisons tous les jours, on se rend compte que ce type de produit est beaucoup plus efficace dans des tâches simples que dans des, voilà, les blagues en général d'Amazon ou de Google sont nulles, elles sont mal racontées, enfin voilà, quoi, c'est pas terrible, quoi. On est meilleurs, nous, quand on raconte des blagues, je trouve. Oui, bah surtout toi, oui, c'est sûr. Et sinon, sinon, tu devrais faire des blagues pour Amazon, je pense. Il y a peut-être Oui, un. je Ouais, vais les ouais, appeler, tiens. ouais, Je il vais y a un appeler Jeff truc. Bezos. Ouais. Et sinon, l'écran, tu en penses quoi, toi? Tu penses que ça apporte quelque chose, l'écran? Alors écoute, moi j'ai un Google Nest Home, parce que ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, je crois. Ouais, le Nest Hub, Les, le Nest le Hub petit, tu Max. vois. Ah, le petit, Non, 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 le petit Ouais, ouais, ouais. qui est dans la cuisine. Écoute, je suis le seul à l'utiliser. De temps en temps, ma compagne l'utilise aussi. Mais franchement, je trouve que l'écran, là, il peut servir, par exemple, pour régler l'intensité de la lumière, tu vois, parce que tu Ouais. as une interface où tu peux, par exemple, comme moi, j'ai mes ampoules qui sont connectées avec U, je peux, via une petite molette et sur l'écran tactile, modifier la luminosité. Mais tu vois, par exemple, je ne regarde pas de vidéo sur cet écran. Mhm. L'écran, là, pour l'instant, j'ai du mal à lui trouver sa place, quoi. Ouais, ben voilà, je suis assez d'accord avec toi. C'est plus un écran de contrôle, c'est-à-dire que ça te permet de, voilà, comme tu dis, de régler certains paramètres. Parfois, ça te donne des idées aussi pour écouter tel ou tel type de contenu qu'il peut mettre en avant. Mais bon, ça remplace pas encore les tablettes ni le smartphone, Non, quoi, hein. non, 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 on est d'accord, on est d'accord. Et après, bon, on va voir, hein. Moi, il y a une news qui m'a vraiment impressionné en fin d'année, puisque quand on parle d'assistants vocaux, on n'est pas loin aussi de tout ce qui est maison connectée. C'est en fait cette association incroyable entre Apple, Google et Amazon pour créer Ah un oui, standard ah commun oui, de la oui, maison tout à fait. connectée. Tu as raison. Et je pense que là, ça va accélérer tout ça, parce que c'est vraiment, enfin franchement, c'est l'association qu'on attendait, tu vois, parce que Mm. on commençait à en avoir marre d'avoir plusieurs standards, plusieurs écosystèmes. Donc là, Après, le fait il faudra voir quelle forme ça va prendre, cette association, parce que je veux dire, chacun voudra quand même rester dans son précaré. Je pense que ça facilitera les choses pour, par exemple, un fabricant d'éclairage, d'appareillage électrique, etc., qui pourra sans doute plus facilement intégrer les différents écosystèmes, mais ça ne veut pas dire que les écosystèmes vont se fondre les uns dans les autres. non, mais l'avantage, à mon avis, l'avantage que ça va avoir, c'est que ça va accélérer malgré tout, si tu veux, l'intégration de la maison connectée dans la maison, parce que les gens ne se poseront plus de problèmes de compatibilité. Il n'y aura plus qu'un standard qui sera utilisé par tout le monde. Après, que tu aies du Google, que tu aies de l'Amazon ou que tu aies de l'Apple, ça sera toujours le cas. Mais Mhm. quand tu achèteras une caméra ou tu achèteras, je ne sais pas moi, des ampoules ou quoi que ce soit, eh ben, seront compatibles tous les systèmes. Tu ne seras pas là en train de regarder les étiquettes. Et je pense que ça va rassurer les gens. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais sauf qu'aujourd'hui, tu as déjà beaucoup d'appareils qui sont, si tu regardes bien sur l'emballage, qui sont à la fois compatibles Amazon et Siri, par exemple, ou Amazon et Google Home. Alors, compatible avec les trois systèmes, j'en ai pas vu beaucoup, hein, par contre, mais au moins avec deux en général. Voilà, mais bon, je pense que ça va accélérer un peu le déploiement de la maison connectée, et ça, c'est cool. Même si, bon, alors cette annonce a été faite en fin d'année, mais le standard technique, en fait, le soft arrivera que à la fin de l'année 2020, hein, donc on a le temps, hein. Ouais, c'est pas de mal à veille, quoi. Ok, alors de quoi on parle maintenant? Tiens, si tu parlais de ton Libra, tu en as Oh, tellement mon parlé sur France Libra. Info que
tu dois être vraiment à fond là, hein. Tu Ah sais oui, quoi, oui. moi, je trouve que Libra, c'est le truc bullshit de cette année Eh ben, je 2019. suis pas du tout d'accord. T'es pas d'accord avec moi? Moi, je trouve que ça se dégonfle, ce Oui, Libra. ça se dégonfle, mais moi, je pense qu'il y a une vraie, vraie révolution derrière ça. C'est pas sûr qu'elle aboutisse, cette révolution, mais c'est vachement puissant. Bon, Libra, donc, c'est le projet de monnaie, de crypto-monnaie de Facebook, mais pas que de Facebook d'ailleurs, hein. Ils ont eu l'intelligence, l'habileté, ou enfin, on appelle ça comme on veut, de s'associer à d'autres pour essayer de faire passer la pilule et pour peut-être essayer de construire dès le départ un système un peu plus costaud que s'ils étaient partis tout seuls. Le problème, c'est que comme il y a eu une levée de bouclier, eh bien, il y a des poids lourds qui ont quitté en cours de route, hein. C'est vrai que PayPal, Visa, tout ça, on se sont désolidarisés. Donc Facebook est un peu seul, mais il poursuit néanmoins l'aventure. Ils ont promis de le lancer en 2020. Déjà, on verra à quoi ça va ressembler dans l'écosystème Facebook. En fait, on risque de ne pas voir grand-chose d'ailleurs, nous, Français, puisque le gouvernement français a dit qu'il n'y aura pas de Libra en France, hein. Bruno Le Maire Non, a non, dit non, qu'il mais voilà. ne voulait pas de ça C'est ça. chez nous. Ouais, ouais. Et puis tu vas voir que tu vas avoir une fronde de beaucoup de pays qui ne vont pas vouloir en fait de l'arrivée de Libra. Donc c'est pour ça que je disais un peu bullshit, j'étais un peu méchant, mais j'ai l'impression que le projet est un peu morné parce que même si l'idée est séduisante, je pense que la société n'est pas prête à accepter ce type de choses. Oui, tu as raison, on peut dire ça comme ça, et parce que effectivement, si on va si on va au bout de la logique de Libra, c'est une vraie, vraie, vraie révolution qui se précise, qui se présente. Mais c'est tellement différent du monde qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous, on est tellement habitués à nos organismes bancaires, à nos monnaies nationales qui sont garanties par les banques centrales, etc. C'est un système très étatique, ça nous rassure, mais ce système est à bout de souffle. Quand tu penses, je prends un petit exemple parmi d'autres, quand tu vois qu'encore aujourd'hui, en 2019 ou en 2020, il faut 3 jours pour faire un virement d'une banque à une autre, enfin, c'est totalement décorrélé de la réalité des usages de la majorité des gens, ça. C'est absurde. Et c'est ce genre d'archaïsme qui pourrait faire le lit d'une monnaie virtuelle demain. Et à terme, si on se projette très très loin, eh bien, tu prends une Libra faite par Facebook et par d'autres, qui va d'abord s'intéresser à tous les gens qui n'ont pas accès aux banques, parce que c'est ça la cible, hein. Ce n'est pas nous, les Européens riches, etc. C'est tous les pays en voie de développement qui n'ont pas accès aux banques parce que les systèmes bancaires ne sont pas assez développés, parce qu'eux-mêmes ne sont pas assez riches, etc. Eux, ils vont sauter là-dessus, ils vont créer leur propre économie parallèle dont les clés sont détenues par Facebook. Et ensuite, moi, je suis sûr que d'ici 10 ans, peut-être 15 ans, 20 ans, même bon, allez, encore plus loin, 30 ans, c'est un système qui peut menacer les monnaies, ce qu'on appelle régaliennes, traditionnelles. Mais c'est un truc vraiment à très très long terme, quoi. Tu sais, alors, on parlait de la lenteur des banques françaises, tu as raison, mais tiens, moi j'ai vécu une expérience étonnante. Ma banque m'a proposé, quand j'ai effectué un virement, de le transformer en virement instantané si je rajoutais 1 euro. C'est comme quoi, si tu veux, après, Oui, mais il y a bien enfin, c'est absurde, c'est non, mais aberrant. évidemment, Tu non, mais vois, évidemment que c'est c'est, absurde, évidemment. Mais bon, tu te rends compte qu'avant, c'était un sujet qu'ils n'évoquaient même pas. parce que, Maintenant, on te dit, OK, on sait le faire, mais vous allez oui, payer plus cher, en oui, fait. mais voilà, c'est ça. Tu sais, on vous offre la fibre, enfin, on vous offre un abonnement Internet à 5 mégas, mais maintenant, on sait faire du 15 mégas, mais il faut payer Ouais. 2 fois plus cher, quoi. Alors que bon, nous, Alors c'est que le la contraire. norme, il faut que ce soit 15 mégas. Mais voilà, c'est ça. Mais bien Encore, je sûr. dis 15 mégas, je suis loin du compte, hein. Mais parce que je te parle d'une époque où ça s'est fait, ça a eu lieu, ce genre de choses. Et c'est vrai Mais que bien sûr. les banques, elles n'étaient pas mûres pour faire ça, elles ne pouvaient pas le faire. Elles se sont mis à jour pour arriver à le faire. Et du coup, comme elles ont dû investir, etc., elles veulent en faire un argument commercial, avoir un peu un retour sur investissement. Et je trouve ça surréaliste de te faire payer pour avoir un service tel qu'il devrait être partout. Parce que quand tu regardes du côté des néobanques, les Revolut, N26, etc., qu'utilisent énormément les plus jeunes, ils ne comprennent pas les archaïsmes Mais des non. systèmes Mais bien, des banques mais, traditionnelles. mais bien sûr, bien sûr. Sauf que ces banques-là sont encore très puissantes. Et je pense que c'est pour ça que on n'est pas prêt encore de voir. Et puis après, il y a la question de la légitimité de l'acteur. Est-ce que Facebook est le meilleur acteur pour Non, lancer
une monnaie. Tu vois, c'est toujours ça le problème. Non, mais absolument. Et quand je te parle de révolution, c'est ça. C'est que Facebook n'est pas le bon acteur et que ça pose plein de questions. Ça veut dire que Facebook, si demain il est le père de la future monnaie internationale, lui ou d'autres, il aura une légitimité qu'il n'a pas. Ça pose plein de questions. Je ne dis pas que c'est bien, attention. À aucun moment je dis c'est super, c'est génial ce monde qui arrive. Je dis, attends, je vous assure que c'est une vraie révolution en profondeur qui peut arriver et qui va bouleverser beaucoup de choses. Bon, en tout cas, on verra si en 2020, d'autres, comment dirais-je, acteurs qui étaient au départ du projet de Libra s'en vont. Tu sais que c'est étonnant, il y a en revanche Xavier Niel s'était fendu d'une tribune dans un quotidien français pour dire que lui, il soutenait toujours Libra, mais il était toujours derrière et qu'il parce voulait que c'est un truc de pirate. Mais bien sûr. Mais Libra, c'est un truc de pirate. Bien sûr, c'est un truc de pirate, bien sûr. Et c'est vrai que c'est un peu la philosophie. Alors pirate, c'est pas le bon mot. C'est comment dirais-je, c'est un peu. C'est les pirates, les capitalistes pirates, quoi. C'est ou c'est le capitaliste rebelle, voilà. On va dire, non, voilà, c'est ça. Oui. Exactement. Cassons un peu le système pour bâtir le nôtre à la place, quoi. Exactement. Mais ça, c'est toute la philosophie de la Silicon Valley. Hein. Bon, enfin bref, donc c'est quand même un truc à suivre, la Libra. Hein. Même si ça fait pchit en 2020, tu vas voir, en 2030, ça va cartonner. Écoute, on verra bien. Bon, écoute, c'est pas mal tout ça, François, hein, aussi bien ce qui s'est passé que ce qui nous attend. Je pense que nous, en tant que observateurs et chroniqueurs de tout ça, on a encore du pain sur la planche. C'est ça le plus important. On a du pain sur la planche, on a plein de choses à vous raconter, c'est tant mieux. Et donc voilà, cette année 2019 qui s'achève a été passionnante et je suis sûr que l'année 2020 le sera aussi, Jérôme. Avec là tout de suite, dans quelques jours, le CES de Las Vegas. Oui, qu'est-ce que tu fais la semaine du 4 janvier ? Eh bien, écoute, je ne serai pas très loin de toi, je serai sur le Strip. On sera tous les jours c'est du 7 au 10. Donc 7, 8, 9, 10. Oui. De 20h à 21h, on sera en direct sur 01 TV pour vous faire vivre le CES de Las Vegas, une nouvelle édition. Tadadam, avec toute l'équipe de 01 TV qui sera sur place. Et puis, bien sûr, ce sera diffusé pour la première fois également sur les box. Et oui, et ça, c'est on vous en a parlé déjà on vous en a déjà parlé dans le dernier numéro, l'avant-dernier numéro de chez Jérôme et François. Mais oui, ça y est, la chaîne s'apprête à être lancée. Écoutez, je crois que tout est prêt. Le 6 janvier, donc, sur les box SFR, canal 241, et sur les box Orange, le 8 janvier, canal 141. Et j'ai eu la bonne nouvelle que nous allons arriver très vite chez Free, mon cher Jérôme, voilà, sur les Freebox. Ah, voilà une bonne chose. Très bien. Voilà. Et puis, pour tous ceux qui sont abonnés chez Bouygues Télécom, ça arrivera. On arrivera aussi chez Molotov très vite, etc. Donc, on sera partout. Hein. La grande transformation de 01 TV, c'est que rien ne change sur Internet, sur le web, hein, sur YouTube, sur 01nettv.com. Comme d'habitude, vous allez retrouver nos vidéos, nos lives, etc. La seule nouveauté, c'est qu'on arrive sur un nouvel écran, celui du salon, et sur les box, avec un flux donc linéaire, hein, 24 heures sur 24. Vous aurez tous nos programmes, les meilleurs programmes, et nos lives aussi. Et puis dites-nous, tiens, qu'est-ce que vous pensez de notre arrivée sur les box ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Etc. On a eu plein de messages d'encouragement. J'espère que vous aussi, ça vous plaira. Et puis moi, j'espère aussi, Jérôme, qu'on aura un bon CES, un bon cru, avec plein de nouveautés, plein d'innovations. Parce que là, franchement, tu vois, on fait 10 000 km. J'espère que ce n'est pas pour rien. Hein. J'espère que ce n'est pas pour rigoler, oui. Hein, que la French Tech, mais aussi les autres, vont nous en mettre plein la vue. Hein. Espérons. Et puis, si on n'est pas content, on le dira en plus. Et voilà, bien sûr qu'on le dira. Ouais. Bon, en tout cas, on a été très heureux de passer toute cette année avec ce nouveau rendez-vous chez Jérôme et François, tous les mois. Hein. C'est vrai qu'on avait commencé en janvier dernier, Jérôme. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Voilà. Bon, écoute, ça fait on continue l'année prochaine. Et il y a des chances. Enfin, c'est à vous de nous le dire aussi. Hein. Vous qui nous écoutez, hein, si ça vous plaît, on continuera. Voilà. Bon, très bien. François, je te retrouve là-bas très bientôt. Et puis, à vous qui nous écoutez, merci encore et à très, très vite. Oui, mais n'abuse pas trop des chichkaouk, hein, parce que je te connais, toi. Hein. Oui, Hummus, Bettengen, Chichtaouk, voilà, j'y retourne. Allez, vas-y. Excuse-moi, on m'attend pour dîner. Hein. À très bientôt et merci de nous suivre en tout cas et on se retrouve à Las Vegas. Salut à tous.